Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'analyse du concept de sensibilisation. Mais avant de commencer cette analyse, je vous rappelle que j'ai commencé une lecture suivie d'Ainsi parlait Zarathustra, j'ai fait 2 vidéos, la troisième sortira bientôt, donc voilà, soyez attentifs sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Allez, maintenant on commence. La sensibilisation. C'est un terme qu'on entend souvent, voire même très souvent. Si vous laissez votre télé allumée, vous n'allez pas passer une journée sans entendre ce terme. On parle de sensibiliser les conducteurs au respect du code de la route, par exemple, lorsqu'ils vont devoir faire un stage de sensibilisation pour récupérer leurs points. On parle d'éventuellement de sensibiliser les gens au cancer du sein en faisant une danse. On parle de sensibiliser de plusieurs façons et sur à peu près tous les sujets. C'est un peu comme si dès qu'il y avait finalement des normes à faire inculquer au peuple, eh bien, on allait employer le terme de sensibilisation et rentrer dans une démarche de sensibilisation. Par exemple, le gouvernement fait beaucoup de spots de sensibilisation qui passent à la télé pour nous inciter à nous vacciner. Bref, il semblerait que le concept finalement de sensibilisation soit le concept de référence lorsqu'on fait maintenant référence aux procédures de moralisation. Je viens d'employer le terme procédure de moralisation pour qualifier la sensibilisation. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, déjà, il faut bien comprendre que lorsqu'on fait de la philosophie, on a 2 façons de s'intéresser à la morale. La première façon, la plus courante, c'est de se demander ce qu'est le bien. Qu'est-ce que c'est que bien agir ? Eh bien, c'est précisément ce qu'on ne fera pas aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ce n'est pas nous n'allons pas nous intéresser à ce qu'est le bien, mais nous allons nous intéresser à la façon dont on fait rentrer dans la tête des individus des jugements de valeur, dans la façon dont on fait rentrer dans la tête des individus aussi des comportements. Bref, nous nous intéressons non pas aux théories du bien, mais à la façon dont on impose une certaine théorie du bien aux individus. Alors comment est-ce que vous allez faire concrètement pour que tel individu accepte et applique votre conception du bien, vos valeurs, vos normes. Et justement, la sensibilisation, c'est bien une de ces procédures. Mais avant de parler de la sensibilisation, de la définir positivement, commençons par dire ce qu'elle n'est pas, ou plutôt la façon dont on moralise habituellement. Eh bien, la plupart du temps, on a 2 façons, 2 manières de se rapporter aux individus pour faire en sorte qu'ils changent leur comportement et qu'ils changent leurs idées. Eh bien, nous avons d'abord le discours rationnel, comme quand on dit faire une leçon de morale, c'est-à-dire que je vais vous expliquer pourquoi vous devez vous comporter comme ça. Donc, le premier mode, c'est le discours rationnel, et le deuxième mode, c'est la contrainte. Mais soyons concrets. Supposons que vous vouliez changer les habitudes des individus, que vous vouliez qu'ils respectent le code de la route. Alors comment est-ce que vous allez faire ? Première façon, très simple, vous allez mettre des radars et des policiers partout. Bref, vous employez la contrainte. Vous dites à l'individu, si vous ne faites pas ce qui est bien, il va y avoir des sanctions. Idem, quand vous avez un enfant, eh bien la première façon la plus basique de penser, c'est de dire que pour qu'il agisse conformément à ce que vous jugez être le bien, vous allez lui dire, si tu ne le fais pas, il va y avoir telle et telle conséquence négative. Bref, vous y allez à la contrainte. Typiquement, la sensibilisation est un discours, est une pratique qui s'inscrit au rebours de la contrainte. Ce n'est pas du tout une forme de contrainte. Les plus sensibles d'entre vous diront peut-être que la contrainte, c'est affreux. Il ne faut pas contraindre les individus, c'est immoral, etc., etc. Donc en fait, il faudrait faire autre chose, et plutôt que de les contraindre, eh bien peut-être il faudrait s'adresser à leur intelligence. Et donc plutôt que de mettre des radars partout et des policiers partout, il faudrait expliquer aux individus pourquoi il faudrait absolument qu'ils respectent le code de la route, qu'ils comprennent. Et là, c'est important, le terme comprendre, parce que dans la compréhension, il y a l'appel à l'intelligence. Et idem, si vous avez un enfant, vous avez 2 façons de procéder. Soit vous allez le sanctionner, lui mettre des contraintes, soit vous allez lui expliquer. Voilà. Et souvent, lorsqu'on cherche à moraliser, on a toujours ce conflit entre ces 2 modèles. Le modèle de l'explication rationnelle et le modèle de la contrainte. Et ce qui se cache, en fait, dans l'opposition entre ces 2 modèles, c'est que lorsque on dit « il faut expliquer », c'est important, c'est-à-dire qu'on suppose que ce qui est prédominant chez l'individu, c'est l'intelligence, et que c'est l'intelligence qui est motrice. Et donc, si on parle à l'intelligence, ça fonctionne. Alors que celui qui dit « non, non, il faut sanctionner », c'est quelqu'un qui va avoir une piètre opinion de l'intelligence de celui à qui il s'adresse, ou plutôt, il va surtout penser que ce n'est pas l'intelligence qui est motrice, mais que c'est d'autres éléments. Voilà. Mais en tout cas, les 2
les deux formes les plus classiques et les plus courantes de la moralisation, c'est le discours rationnel qui demande aux individus de comprendre, c'est l'explication, premier point, et deuxième point, c'est la contrainte. Eh bien, il faut se dire que la sensibilisation, c'est justement une procédure de moralisation qui n'est ni l'une ni l'autre. C'est ni de la contrainte, ni de l'explication. Mais alors du coup, c'est quoi? Alors du coup, à quel moment est-ce qu'on sensibilise au juste? Je vais vous donner un exemple assez frappant, en tout cas que moi je trouve très intéressant. En 2016, le gouvernement italien est confronté à un problème. Les gens ne font pas assez d'enfants. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce qu'ils ont fait en tout cas, c'est qu'ils ont lancé une immense campagne de sensibilisation qui s'appelle Fertility Day. Et je vous invite à aller voir, pour voir un petit peu l'ampleur de la chose et la diversité des campagnes qui ont été mises en place. Rapidement, je vais vous en montrer quelques-unes et je vais un petit peu les présenter. Par exemple, il y avait une série d'affiches de sensibilisation qu'on retrouvait un petit peu partout, dans la ville, dans les villes, pardon, dans les rues, à la télé, etc. Où, par exemple, on voyait une main qui représentait l'homme avec une cigarette brisée au centre, et la cigarette brisée représentait le sexe impuissant de l'homme, parce que fumer est mauvais pour la fertilité. Voilà. Donc, par exemple, la campagne de sensibilisation produisait l'association entre la cigarette et le sexe impuissant. Ou encore, une autre affiche de sensibilisation, elle est un petit peu dans le même sens, où elle associait le sexe impuissant à une peau de banane sur laquelle on marchait sur le trottoir. Les campagnes de sensibilisation de Fertility Day allaient encore plus loin, puisque nous ne nous arrêtons pas face au ridicule. Il y avait même un jeu vidéo dans lequel on pouvait contrôler un spermatozoïde qui devait éviter les obstacles qui tout ce qui peut être nocif en fait à la fertilité, et donc le spermatozoïde, vous deviez le contrôler pour éviter tous ces éléments-là et réussir finalement à produire un enfant. Bref, cet exemple-là, pourquoi est-ce qu'il m'intéresse? Parce qu'il a été mené par le gouvernement, et parce que c'est quelque chose qui est d'une très grande ampleur, et ça montre que la sensibilisation, c'est bien une forme spécifique de moralisation, et surtout c'est la forme canonique, reconnue, utilisée par le pouvoir en place finalement pour faire changer nos comportements. Bon, je vous vois déjà venir, vous allez dire oui mais nous en France, nous ne faisons pas ça. Bah, bien sûr que si, nous le faisons. Hein. Restons dans le registre du pouvoir, restons dans le registre gouvernemental. Lorsque vous avez mis votre télévision et qu'il y a un spot du gouvernement pour vous inciter à vous vacciner. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une boxeuse qui est en train de s'entraîner à prendre des coups, à se défendre, il a dit, et puis l'entraîneur lui dit encore. Alors, on recommence, finalement, on recommence, encore, encore, encore. Le encore fait référence au fait que la boxeuse doit continuellement s'entraîner pour s'améliorer. Et ensuite, après tout ça, on voit la boxeuse qui va se faire vacciner, enfin se faire re-vacciner, et le médecin lui dit encore. Voilà. Là, c'est exactement le même genre de procédé, c'est-à-dire qu'il y a un parallélisme qui est fait entre la persévérance du sportif et la persévérance qui consiste à se vacciner et à faire surtout le rappel du vaccin. Lorsqu'on vous incite à rouler correctement sur la route, lorsque vous voyez ces grandes affiches de sensibilisation avec par exemple marqué tristesse, vitesse, ou l'essentiel du processus persuasif, c'est le parallélisme sonore entre tristesse et vitesse, avec une femme qui pleure, avec un fond noir, avec le jeu des couleurs qui est censé vous sensibiliser. Donc qu'est-ce qui vous sensibilise là-dedans? C'est le jeu des couleurs, ces couleurs ternes, ces couleurs noires, ces couleurs tristes, et en même temps le jeu de sonorité. Mais assez parlé du gouvernement. Parlons maintenant des forces vives de la société. Par exemple, parlons d'une émission que vous regardez peut-être, à savoir La France a un incroyable talent. C'est-à-dire que cette année, il y a eu par exemple un moment qui était un moment de sensibilisation assez fort, puisqu'il y a eu des danseuses, il me semble que c'était des danseuses qui étaient venues pour sensibiliser les individus, pour inciter les femmes à se faire dépister du cancer du sein. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, elles ont fait une chorégraphie qui était liée d'une manière ou d'une autre au thème du cancer du sein, et il y avait dans le fond des paroles qui traitaient du cancer du sein. Et leur objectif affiché était de
de faire changer finalement l'opinion publique autour de ce thème-là, d'inciter les femmes à faire le dépistage et d'inciter les hommes à comprendre en fait l'importance de ce phénomène-là. Et là encore une fois c'est pareil, c'est-à-dire que c'est pas un discours rationnel, et c'est pas non plus de la contrainte, mais c'est une danse. Voilà. Là peut-être que ce qu'il va falloir faire c'est de se demander quel est le rapport entre une danse et un cancer du sein, quel est le rapport entre un jeu de mots, tristesse-vitesse, et le code de la route, quel est le rapport entre un jeu vidéo et la fertilité. Alors évidemment, je pourrais continuer comme ça longtemps et vous donner plein d'exemples, ce serait presque infini, parce que la sensibilisation, eh bien ce n'est pas une pratique isolée, c'est quelque chose de massif, et c'est quelque chose, je vais oser le dire, c'est quelque chose de systématique dans nos sociétés. C'est devenu systématique, c'est-à-dire que la sensibilisation, c'est devenu la norme du processus de moralisation. Ce qui nous reste à faire, maintenant, c'est de comprendre ce qui fait l'unité de ces différentes formes de sensibilisation. Pourquoi est-ce qu'on peut mettre le même mot, à savoir sensibilisation, sur des façons d'agir qui semblent quand même assez différentes les unes des autres. Bref, là, ce qui nous manque encore, c'est une capacité à définir ce qu'est la sensibilisation. La première chose qu'on peut remarquer lorsqu'on essaye de définir la sensibilisation, eh bien, c'est que, comme je le dis précédemment, c'est ni de la contrainte, ni de l'explication. C'est pas de la contrainte, évidemment, parce qu'il y a derrière la sensibilisation aucun processus de vérification et de sanction. Évidemment, quand il y a le spot publicitaire du gouvernement pour vous sensibiliser à la vaccination, eh bien, ce spot publicitaire-là n'implique aucune forme de sanction si vous ne le faites pas. Vous voyez bien, il faut bien distinguer deux procédures très différentes dans l'esprit. Par exemple, il va y avoir des procédures du type, une loi qui va être faite du type ceux qui n'ont pas leur passeport vaccinal, ils ne peuvent pas aller dans un restaurant, ça c'est de la contrainte. Et d'un autre côté, il y a le spot de sensibilisation qui lui n'implique aucune forme de contrainte. Évidemment, par exemple, la danse qui vise à sensibiliser pour le cancer du sein n'implique aucune forme de vérification, aucune forme de contrainte. En bref, la sensibilisation laisse toujours les individus libres, entre guillemets, de suivre ou de ne pas suivre les recommandations qui sont faites dans la sensibilisation. Évidemment qu'il n'y a pas de contrainte. Et alors, évidemment qu'il n'y a pas non plus d'explication d'ordre rationnel. Quel est le rapport logique entre un match de boxe et la vaccination? En fait, il y a un parallélisme qui peut être fait, mais c'est un parallélisme qui relève finalement quasiment de la métaphore. Évidemment qu'il n'y a pas de logique d'explication. Qu'est-ce qui serait une réelle explication? Une réelle explication serait de dire voilà comment fonctionne un virus, voilà comment fonctionne un vaccin, voilà pourquoi vous devez vous vacciner, voilà pourquoi le vaccin n'est plus efficace au bout d'un certain temps, voilà quels sont les risques pour la société à long terme si vous ne vous vaccinez pas. Tout ça, évidemment, expliqué par quelqu'un qui a un savoir, ça, ce serait une explication. Mais par contre, vous faire un parallèle avec un match de boxe, je suis désolé, ça n'a évidemment aucune valeur rationnelle. Et ça ne prétend pas, ça le pire, c'est que ça ne prétend pas avoir une valeur rationnelle. Et quand on vous fait un parallélisme, entre le sexe de l'homme impuissant et une cigarette brisée, ben évidemment que là aussi on n'est pas dans le registre de l'intelligence, on est dans le registre de ce qui choque, et des parallélismes et des métaphores et des comparaisons, finalement des comparaisons qui n'ont rien de rationnel et d'objectif. Bref, ce qui était tout à fait évident, c'est que la sensibilisation semble partir du principe que ce n'est pas l'intelligence qui est motrice chez les individus, mais que c'est autre chose. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est ni de l'explication, ni de la contrainte. Bon, du coup, qu'est-ce que c'est positivement la sensibilisation? Eh bien, déjà, il suffit d'écouter le mot. On peut se dire, dans sensibilisation, il y a sensibilité, et on pourrait peut-être supposer que la sensibilisation, c'est quand on fait appel, grosso modo, à la sensibilité, aux émotions de l'individu. Voilà. C'est-à-dire qu'on part du principe que c'est pas l'intelligence qui est motrice, mais que c'est peut-être les sentiments, et que c'est pour ça qu'on va essayer de l'émouvoir, et ainsi de suite. Et en réalité, cette définition, marche pas très bien. Pourquoi elle marche pas très bien? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs procédures de sensibilisation qui ne font pas appel aux émotions ou aux sentiments. Et il y a aussi des procédures de moralisation qui s'appuient sur les sentiments,
mais qui ne sont pas de la sensibilisation. Par exemple, lorsque vous contrôlez votre petit spermatozoïde qui doit éviter les dangers qui sont les éléments qui sont nocifs à la fertilité, elle est où l'émotion? Il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas, évidemment, il n'y en a pas. De la même façon, il y a aussi certaines procédures de moralisation qui font appel aux émotions et qui ne sont pas la sensibilisation. Et là, c'est là que ça devient assez important parce que souvent on confond la sensibilisation et la rhétorique. Rhétorique et sensibilisation, ce n'est pas la même chose. Alors pourquoi c'est différent? C'est différent parce que la rhétorique est avant tout un discours. Alors certes, c'est un discours qui ne s'appuie pas sur des éléments rationnels pour convaincre. La plupart du temps, c'est un discours qui va faire appel aux émotions. Par exemple, lorsque Victor Hugo s'adresse aux députés et qu'il, dans son discours, il compare la misère à la lèpre. Et il y a un parallélisme qui construit finalement tout son propos, et il fait un appel constant aux émotions. Ça, c'est un élément rhétorique, et ce n'est pas de la sensibilisation. Pourtant, ça y ressemble un peu, parce que il y a des parallélismes qui ne sont pas forcément rationnels, parce que Victor Hugo ne nous explique pas quel est le lien, finalement, objectif, rationnel, entre la lèpre et la misère. Donc il y a des parallélismes qui ne sont pas forcément rationnels, mais pour autant, ce n'est pas de la sensibilisation, c'est de la rhétorique. Et une des positions que je voudrais soutenir ici, dans cette vidéo, c'est que la sensibilisation est une forme nouvelle de moralisation, et c'est quelque chose qui est propre à notre époque, à nous. C'est quelque chose que nous avons vu naître il y a 10, 20, 30 ans, mais c'est assez récent. Alors que la rhétorique est une figure très ancienne. C'est une figure très ancienne, et aujourd'hui, ça va peut-être être un peu cavalier ce que je veux dire, mais je pense qu'aujourd'hui la rhétorique, ça n'existe presque plus. Aujourd'hui, nous ne faisons pas souvent appel à la rhétorique, ou plutôt, évidemment que la rhétorique existe parce qu'on est souvent amené à prendre la parole pour convaincre, mais ce n'est pas un élément qui est central dans nos sociétés. Voilà. Alors déjà, quelle est la différence fondamentale, et permettez-moi d'enfoncer une porte ouverte, j'ai fait exprès de le mentionner comme ça lorsque j'ai défini la rhétorique, c'est que la rhétorique est un discours. Ça passe par le langage, pas la sensibilisation. Quand vous contrôlez votre petit spermatozoïde dans le jeu vidéo et que vous devez éviter les cigarettes et autres objets nocifs à la fertilité, c'est évidemment pas de la rhétorique. C'est évidemment pas de la rhétorique parce que c'est pas un discours. Lorsque vous regardez la danse qui est censée vous sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein, elle est où la rhétorique? Il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de discours. Évidemment que c'est pas de la rhétorique parce que ça ne passe pas par le discours. Maintenant, je vais le dire autrement, et je vais le dire de façon à donner un peu plus d'ampleur à la distinction. Je pense que, même si la rhétorique fait appel aux émotions, il faut un certain degré, alors je ne vais pas dire de rationalité, mais je vais dire d'intelligence ou tout du moins d'éducation pour être capable de l'entendre. Parce que pour être susceptible à la rhétorique, il faut aimer écouter des discours bien construits. Il faut prendre plaisir à suivre le jeu des sonorités, à suivre la construction du propos. Typiquement, vous faites écouter le discours rhétorique de Victor Hugo à un imbécile, ben, ça ne va pas lui parler. Ça ne va pas lui parler parce que même si ça s'adresse aux émotions, eh bien peut-être qu'il y a certaines tournures de phrases qui sont trop complexes pour lui, peut-être que ceci, peut-être que cela. Finalement, il y a quand même un certain niveau d'éducation qui est nécessaire pour reconnaître la rhétorique à sa juste valeur. Je vais le dire encore autrement. La rhétorique n'est une figure fondamentale que dans les sociétés qui accordent une très grande importance au discours et au langage, et surtout au discours bien construit. C'est un fait, finalement, je vais dire, de civilisation. Typiquement, à quel moment la rhétorique a le plus brillé? Eh bien, dans la civilisation grecque, dans la Grèce antique, lorsque Aristote définissait l'homme comme un animal qui est doué de parole, lorsque le discours caractérisait l'essence même de l'homme. Dans nos sociétés actuelles, ce ne sont plus le prisme n'est pas mis sur le même objet. C'est-à-dire que même si évidemment il y a de la rhétorique un peu constamment parce qu'on est souvent amené à s'exprimer et à faire des appels à l'émotion, etc. Aujourd'hui, ce qui est convaincant, c'est pas tellement la rhétorique.
Aujourd'hui, quand on veut faire changer des comportements, on ne fait pas des beaux discours. Je vais même le dire autrement, aujourd'hui, les beaux discours, ils endorment. Dans une autre société, les beaux discours émerveillent. Aujourd'hui, les beaux discours, ils nous endorment. Aujourd'hui, on a besoin finalement d'autre chose que de beaux discours. Et c'est pour ça que nous sommes dans une société qui sensibilise, mais qui ne fait pas de la rhétorique. Bon alors du coup, la sensibilisation, si c'est ni de la contrainte, ni de l'explication, ni de la rhétorique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais le définir comme ça. Il y a sensibilisation lorsqu'on s'appuie sur les théories qui viennent de la psychologie sociale et qui expliquent comment les décisions sont prises. En gros, il y a en psychologie sociale un ensemble de théories qui disent voilà comment les individus déterminent leurs préférences et déterminent leurs actions. Et ces théories décrivent un certain nombre de biais cognitifs. C'est un concept, une expression qui est en train de devenir maintenant assez célèbre et très importante. Et donc, le fond de la psychologie sociale, ça va être de nous dire que voilà, les individus, ils prennent leurs décisions pas spécialement en s'appuyant sur leurs émotions, ni sur des raisonnements, mais en fait, leurs processus décisionnels sont complètement paralysés par un ensemble de biais cognitifs. Et en réalité, il faut les comprendre et il faut les exploiter pour amener les individus à agir d'une façon ou d'une autre. Et je pense que la sensibilisation, c'est l'exploitation des biais cognitifs. Il y a sensibilisation quand vous consultez un expert en psychologie et qu'il vous dit voilà, l'esprit humain fonctionne comme ci, comme ça, et vous allez devoir faire ceci et cela pour inciter les gens à faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Mais alors, tout d'abord, c'est quoi un biais cognitif ? Un biais cognitif, c'est défini ainsi, c'est une déviation systématique de la pensée rationnelle. Ça veut dire que tous les individus, moi y compris, vous y compris, je sais, c'est dur à croire, tous les individus ont tendance à faire, entre guillemets, des erreurs de raisonnement constantes. Donc, les biais cognitifs, s'il faut comprendre, c'est qu'ils touchent tout le monde, voilà. Ils obstruent les capacités de réflexion de tout le monde, et il détermine la quasi-totalité finalement de nos prises de décision. Et le terme de biais cognitif est lui-même très large parce qu'il regroupe une très grande quantité de phénomènes. C'est-à-dire que le terme déviation systématique de la pensée rationnelle, c'est très très global finalement. Par exemple, lorsque lors des Euros 2016 de football, on voit des affiches avec Laurence Ferrari et parfois d'autres stars dans un fond bleu avec marqué « Je ne supporte pas les bleus ». Il y a juste marqué ça. Il y a juste Laurence Ferrari avec « Je ne supporte pas les bleus ». Bah, en fait, quel est le sens de cette affiche ? C'est que lors des événements de football, il y a une recrudescence des actes de prostitution et c'était une campagne qui visait à sensibiliser les individus et les supporters contre la prostitution. Eh bien, on se dit évidemment, du point de vue de l'intelligence, qu'on ne comprend absolument pas quel est le rapport entre Laurence Ferrari, le football, je ne supporte pas les bleus, et ainsi de suite, on ne comprend pas. Eh bien, tout simplement, c'est que il y a un transfert de positivité lorsqu'il y a une figure qu'on va appeler un leader d'opinion, qui est associée à une valeur. Par exemple, si vous voulez soutenir une valeur quelconque, bah plutôt que d'expliquer pourquoi c'est une bonne valeur, pourquoi c'est quelque chose qui est important, pourquoi les gens doivent le faire, donc plutôt que d'expliquer, eh bien vous allez mettre en toile de fond la tête de telle célébrité. Et on va se dire, mais mon Dieu, mais quel est le rapport entre telle célébrité et la valeur ? Il peut n'y en avoir aucune. Il n'y a aucun lien rationnel entre Laurence Ferrari, le football et la prostitution. C'est donc bien par un phénomène de déviation systématique de la pensée rationnelle que on en vient à créer dans l'esprit de celui qui voit l'affiche une logique du type la prostitution c'est pas bien, notamment quand c'est en rapport avec le football. Donc premier phénomène de biais cognitif, la tendance à faire un transfert de positivité lorsqu'on admire quelque chose ou quelqu'un et vous l'affichez à côté d'autre chose, eh bien vous allez transférer la valeur positive de cet élément à un autre élément. Je donne un autre exemple sur le même thème. Emmanuel Macron qui va faire une vidéo avec McFly et Carlito. C'est assez cocasse, on peut se dire mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il aujourd'hui ? Eh bien c'est ça en fait qui est utilisé, c'est-à-dire que quel est le rapport objectif entre Emmanuel Macron et McFly et Carlito ? Il n'y en a pas beaucoup. Et pourquoi
en voyant que Emmanuel Macron participe à ce genre d'émission, les individus qui aiment McFly et Carlito aimeraient aussi Emmanuel Macron. Évidemment, tout cela ne fait pas sens aux yeux de l'intelligence. Mais pourtant, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et Emmanuel Macron le sait très bien. Il sait très bien qu'en s'approchant de certaines stars, il leur vole, entre guillemets, une partie de leur célébrité aux yeux des personnes qu'il aime. C'est-à-dire que le premier, finalement, le premier cas de biais cognitif, c'est ce qu'on pourrait appeler le transfert de positivité. Et ça, on le voit tout le temps. Et c'est très 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 utilisé. Notamment à chaque fois qu'on veut faire une publicité et qu'on fait venir une star, à chaque fois qu'on associe telle star à telle cause, on peut à chaque fois se demander quel est le rapport entre la star et cette cause finalement. La plupart du temps, il n'y en a pas. Mais c'est juste que, pour une raison qui nous échappe, la pensée humaine fonctionne comme ça. Quand elle attribue de la valeur à quelque chose et qu'on place cette chose à côté d'une autre chose, eh bien la valeur finalement se déplace d'une chose à l'autre. Autre exemple de biais cognitif et de campagne de sensibilisation qui s'appuie là-dessus. Lorsqu'on vous demande de jouer un spermatozoïde qui doit éviter des obstacles, ou lorsqu'on emmène des lycéens à ramasser des déchets, le point commun entre ces deux choses-là, c'est qu'on vous fait agir. C'est-à-dire qu'on ne vous parle pas, on ne vous tient pas à discours, on ne vous explique pas des choses, on ne vous contraint pas non plus, mais on vous fait agir. Et c'est ça qui est essentiel. Et ça se repose sur une théorie de la psychologie sociale qui est aujourd'hui très importante, qui est la théorie de l'engagement, et qui est très étrange et qui est très contre-intuitive. Parce qu'elle renverse complètement la façon habituelle dont on conçoit la prise de décision. Usuellement, on pense que prendre une décision et agir, c'est d'abord je réfléchis dans ma tête, et ensuite j'agis conformément à mes idées. Donc en gros, l'intelligence est motrice, parce qu'elle est au début. Elle est au début, et c'est elle qui engendre l'action. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je vais faire une leçon de morale aux individus. Parce que je vais dire, si j'arrive à changer leurs idées, j'arriverai à changer leurs actions. Et au contraire, si je dis, mais il faudrait d'abord que je les fasse agir, je vais dire, mais non, ça n'a pas de sens, parce que si je les fais agir d'abord avant l'explication, ils ne comprendront pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Bon. Eh bien, bizarrement, la sensibilisation, elle vous fait agir, sans même vous expliquer pourquoi. Par exemple, je vais emmener les élèves ramasser des déchets dans la rue, je ne vais pas du tout leur tenir un discours sur le pourquoi on fait ça, sur la raison finalement de la cause écologique, etc., etc. Alors pourquoi ? Parce que, et c'est ça qui est étrange, la théorie de l'engagement, elle renverse l'ordre usuel entre agir et penser. C'est-à-dire que ce qu'on nous dit, c'est que d'abord les individus, ils agissent, et ensuite, ils réinterprètent leurs idées, leurs jugements, pour les rendre conformes à l'action qu'ils ont effectuée auparavant. Et ça, c'est bizarre. C'est la raison pour laquelle, quand j'emmène des individus ramasser des déchets sur la plage, eh bien, le truc, c'est que après, quand ils vont rentrer chez eux, et que je leur demande, quelqu'un va leur demander pourquoi tu as ramassé des déchets sur la plage, ils vous répondent que, finalement, qu'ils ont des idées écologiques. Voilà. Donc en fait, les individus, ils ne réfléchissent pas d'abord et ils agissent ensuite conformément à leurs actions, mais d'abord on les fait agir, et une fois qu'ils ont agi, ils réinterprètent leurs idées par rapport à l'action qu'on a réussi finalement à obtenir d'eux. Et c'est pour ça que beaucoup de campagnes de sensibilisation cherchent à obtenir de vous des petits comportements, des petites actions qui ne valent pas grand-chose, mais on part du principe qu'à partir du moment où un individu a commencé à agir dans une direction, il va continuer à agir dans une même direction. On peut le dire autrement, vous pouvez vous imaginer, là on quitte le terrain du concept et on va imager un petit peu les choses, imaginez une boule de neige. C'est-à-dire que c'est comme si une boule de neige qui grossit au fur et à mesure qu'elle descend. C'est quand on a commencé à agir dans une direction, on continue à agir dans la même direction. Et la sensibilisation consiste à avoir le petit point de départ qui n'est pas un discours finalement, mais qui est une action. Et c'est pour ça qu'on va vous solliciter pour faire ceci, pour faire cela, pour faire cela. On va vous solliciter pour agir. Bon alors évidemment, je ne vais pas lister l'ensemble des biais cognitifs sur lesquels la sensibilisation peut s'appuyer. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que
la sensibilisation, ça s'appuie sur des biais cognitifs, et qu'elle n'a rien de rationnel, et surtout qu'elle suppose un public qui manque pas d'éducation, pas spécialement d'éducation, mais elle suppose un public qui est irrationnel par définition. C'est-à-dire que l'idéologie, je vais le dire comme ça, je veux dire que l'idéologie de la sensibilisation et des biais cognitifs, elle part du principe que nous sommes tous des imbéciles. Et c'est ça, en fait, qui est étrange, et c'est ça, je pense, qui est révoltant. C'est-à-dire que nous n'avons jamais eu, dans l'histoire de l'humanité, une conception aussi négative et aussi violemment négative de l'homme et du grand public. Prendre les gens pour des idiots, vous allez peut-être me dire que c'est pas nouveau. Et déjà, Platon, en son temps, disait que le peuple manquait d'intelligence pour prendre des décisions. Alors certes, mais il y a quand même quelque chose de nouveau et de radicalement nouveau dans notre façon de procéder. Il y a deux choses. La première chose, c'est que pour la première fois de son existence, l'humanité ne se contente pas de dire que le peuple manque d'intelligence, comme ça, de façon globale, mais il va systématiser, cartographier ce manque d'intelligence, il va dire, voilà, il y a ce mécanisme-là, il y a ce mécanisme-là, il y a ce mécanisme-là, et voilà comment on va les exploiter. Voilà comment on va les s'appuyer dessus, et voilà comment on va les comprendre, et en gros, on va instaurer une rupture entre les idiots qui sont soumis aux biais cognitifs, et les élites qui connaissent les biais cognitifs et qui vont pouvoir les exploiter pour changer les comportements. Ça, c'est nouveau. Le propos de Platon, c'était pas du tout ça. Le propos de Platon et d'autres auteurs, c'était de dire, voilà, il y a des gens qui sont pas assez intelligents pour prendre des décisions, ils vont pas du tout en prendre, on va les contraindre, et on va donner le pouvoir aux personnes intelligentes, point. Voilà. Mais là, ce qui est nouveau, c'est la volonté de transformer le propos en une affirmation scientifique qui va lister finalement les différents mécanismes irrationnels. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est nouvelle, c'est la radicalité du propos. Parce que avant, finalement, ce cadre conceptuel, on pensait que l'homme, il était un petit peu coupé en deux. Il y avait d'un côté une capacité rationnelle qui était toujours menacée par l'appel aux émotions. Et l'homme, c'était un combat entre l'intelligence et les passions. Aujourd'hui, c'est plus tellement ce schéma-là qui est actif dans la compréhension des mécanismes qui structurent les prises de décision. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire qu'il y a un risque d'irrationalité. Aujourd'hui, on dit que l'être même de l'homme, c'est l'irrationalité. Parce que les biais cognitifs, ils recouvrent la totalité de l'être humain. Alors qu'avant, la menace des émotions, c'était qu'une menace. Mais l'homme était rationnel par nature et il était menacé par des éléments irrationnels. Et être vraiment homme, c'était être capable de mettre de côté ce risque d'irrationalité. Aujourd'hui, on ne pense pas du tout comme ça. L'idéologie des biais cognitifs nous dit que vous n'êtes jamais rationnel et vous ne le serez jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir de rationalité. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas d'éducation à la rationalité. On ne vous envoie pas à l'école pour vous rendre intelligent, parce que vous ne serez jamais capable de dépasser les biais cognitifs qui constituent finalement votre psychisme. Donc il y a bien ces deux choses-là, d'un côté la systématisation, et de l'autre côté la radicalité. Mais alors comment on défend une pareille pratique? Ou plutôt comment une pareille pratique peut-elle se défendre? Comment est-ce qu'on peut accepter de prendre à ce point les gens pour des idiots? Eh bien, les auteurs qui défendent ce genre de choses ont une défense extrêmement simple. Ils vous disent, en un mot, ça marche. Ça marche, et ça marche même mieux que le reste. Ils vous disent, quand vous faites de la sensibilisation, ça fonctionne. Alors, ça montre que la théorie est juste. Donc, vous avez beau dire, oui, mais tout cela n'est pas très reluisant pour l'homme, le fait est que c'est la réalité. Et en fait, ces auteurs-là vont nous dire qu'il faut accepter les faits. Et les faits, c'est que l'homme n'est pas rationnel. Point. Et qu'il faut se défaire d'une idéologie de l'homme rationnel. Bon, ça c'est entre guillemets leur défense. Mais on comprend assez vite, et en fait c'est le point entre guillemets final de la vidéo, on comprend assez vite que cette défense, elle fonctionne pas très bien. Pourquoi? Parce que c'est confondre les causes et les conséquences. Dire que l'homme il est par définition irrationnel, c'est quand même partir du principe qu'il y a une nature humaine, que l'homme il est comme ceci par définition. Mais en réalité, on sait très bien que l'homme c'est avant tout un être qui est construit. Il est construit par son époque, par sa culture, par son éducation, par plein de choses. En fait, l'homme il est ce qu'on fait de lui dans une culture donnée. Donc finalement, quand on dit que les biais cognitifs marchent, on n'est pas en train de dire que l'homme, par définition, est complètement stupide. On est en train de dire, je pense qu'on a
progressivement rendu l'homme tellement stupide que maintenant l'exploitation des biais cognitifs fonctionne bel et bien. En d'autres termes, et je vais le dire comme ça, et je vais m'arrêter là-dessus, en d'autres termes, il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre aujourd'hui ça marche parce qu'on a produit les circonstances qui sont propices à l'exploitation des biais cognitifs et l'homme est par définition stupide en réalité. On pourrait même le dire autrement, on pourrait même dire que il y a en quelque sorte une sorte de processus progressif d'appétissement du peuple qui est nécessaire pour que les biais cognitifs marchent. Et ensuite, une fois que ce processus d'appétissement a été mené à son terme, on a nos psychologues sociaux qui arrivent et qui nous disent « Ah mais regardez, ça marche, ça montre bien que l'homme est comme ça ». Non, ça montre que dans nos sociétés, il y a un manque d'éducation. Ça montre que dans nos sociétés, on ne s'adresse jamais à l'intelligence de l'homme. Et à force de ne jamais s'adresser à l'intelligence, effectivement, l'intelligence se meurt. Et donc, en d'autres termes, et je termine sur cette expression, l'idéologie des biais cognitifs et la pratique de la sensibilisation, finalement, c'est la captation de l'intelligence par l'élite et c'est l'abêtissement progressif du peuple qui se mystifie derrière une description soi-disant objective de la psychologie humaine. Il y aura encore plein de choses à dire, mais la vidéo arrive à son terme. Alors, on sera sans doute amené à reparler un petit peu de ce thème à l'avenir. Et bien entendu, si vous avez des questions, des remarques ou que sais-je encore, je vous invite à communiquer, à poser vos questions aux commentaires, j'y réponds toujours. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.